Le concept même de fabrique de l'opinion m'apparaît délicat, car il porte en lui-même une forme d'implicite. Tout se passerait comme s'il y avait une machinerie, une forme d'usine, qui était mise en œuvre pour orienter l'opinion dans tel ou tel sens. Or, j'ai l'impression que c'est justement là la question que nous devons nous poser aujourd'hui. Y a-t-il l'équivalent d'un processus industriel mis en œuvre intentionnellement pour construire une opinion collective à dessein? Alors, pour clarifier, je voudrais nous ramener au début du XXe siècle avec des intellectuels américains, et en particulier avec une personnalité qui a joué un rôle extrêmement important, Walter Lippmann, qui a théorisé ce qu'il appelait la fabrique du consentement. En anglais, j'insiste sur le terme, parce que c'est manufacture of consent. C'est vraiment une usine. Donc, qu'est-ce qu'il a fait à l'aide d'un concept qui est le concept de stéréotype social, c'est-à-dire d'une image qui est ancrée dans un imaginaire collectif et qui va nous faire réagir d'une certaine façon. Donc, son idée, c'est d'essayer de fabriquer ces stéréotypes et de les ancrer dans l'imaginaire du grand nombre. Pour reprendre le titre d'un de ses ouvrages qui a été publié très tôt, en 1922, qui s'appelle « L'opinion publique », il s'agit de forger effectivement cette opinion. Et la question, bien sûr, c'est est-ce que c'est ce que nous avons aujourd'hui? Donc, selon lui, il devrait être possible de fabriquer ces stéréotypes et de les ancrer, de les insérer dans les imaginaires collectifs en les diffusant. Autrement dit, de faire ce qu'on a appelé de la propagande. Et à l'époque, c'était quelque chose de relativement récent. Et une telle manipulation de l'opinion révélerait, toujours pour Walter Lippmann, se révélerait plutôt nécessaire dans une société de masse. C'est-à-dire que c'était l'idée qu'on avait de nouvelles formes de société et que si on voulait les piloter, il fallait les gouverner de cette façon-là. Et j'ai l'impression qu'on est dans un monde très différent. Alors, je voudrais citer une deuxième personnalité qui s'est inspirée de Lippmann, toujours au début du XXe siècle, un intellectuel américain qui s'appelait Edward Bernays. Alors, peut-être vous le savez, c'était le neveu à double titre de Sigmund Freud, à la fois par son père et par sa mère. Et cette double parenté n'est pas du tout anodine ici. Il a théorisé la propagande politique et économique en s'inspirant des travaux de Walter Lippmann et en réfléchissant à la façon dont il est possible de construire des images inconscientes. Vous voyez bien le rapport dans l'esprit collectif. Et ça l'a conduit, entre autres, à lancer une agence de relations publiques où il a été à l'origine de beaucoup de choses, à la fois la communication politique, mais aussi du point de vue commercial, par exemple. Il a mis en œuvre des campagnes de publicité pour inciter à fumer des cigarettes Lucky Strike, ce qui a visiblement bien marché. Donc il va sans dire que ces méthodes destinées à construire l'opinion publique et à théoriser la propagande politique et la publicité apparaissent moralement répréhensibles. Du moins aujourd'hui. Mais il faudrait bien sûr conserver en tête qu'à l'époque, beaucoup trouvaient non seulement cela utile, mais d'une certaine façon, comme je l'ai dit tout au début, indispensable dans une société de masse pour éviter des débordements de tous ordres et des errements collectifs. Et je crois que c'est important de bien comprendre cela. C'est que pour eux, c'était une façon de gouverner qui était essentielle, sinon on risquait des périls très grands. Alors le contexte a changé. Et ce dont je vais parler aujourd'hui, justement, c'est pas tout à fait de la même chose. En effet, avec les réseaux sociaux, on assiste à des phénomènes nouveaux, très différents de ceux qui se produisent au début du XXe siècle. Il n'y a plus, du moins c'est la thèse que je défends, de techniques destinées à orienter l'opinion dans telle ou telle direction précise. Je vais essayer de m'expliquer tout à l'heure, parce que vous allez être surpris. Les théories de la manipulation apparaissent d'une certaine façon un peu obsolètes, quand bien même il subsisterait des volontés de manipulation. Il ne s'agit pas du tout de nier l'existence de ces volontés.
Alors sans doute, on a beaucoup de groupes de pression de tous ordres, qui sont industriels, politiques, religieux, qui instrumentalisent les outils de diffusion de l'information, les réseaux sociaux, on l'a vu tout de suite, et c'est assez évident, ils les instrumentalisent pour arriver à leur fin. Et c'est d'autant plus facile, c'est ce qu'a rappelé Rudy tout à l'heure, que ces outils sont à la disposition de tous. Il n'a jamais été aussi facile qu'aujourd'hui de créer de l'information, de la diffuser à un public large. En d'autres termes, ce qui disparaît à mon sens, c'est une volonté centralisée de quelques élites de manipuler l'opinion. En effet, au début du XXe siècle, je crois qu'il faut se souvenir du contexte de l'époque, seule la possession de médias de masse très coûteux, par exemple la presse, la radio, puis plus tard la télévision, permettait de diffuser largement l'information. On conçoit dès lors que les théoriciens de la propagande comme Lippmann ou Bernays s'adressaient à des partis politiques ou à des entreprises suffisamment puissants d'un côté et argentés de l'autre pour être susceptibles de mobiliser les médias de masse. Aujourd'hui, il en va tout autrement. N'importe qui peut, j'allais dire de sa cuisine, diffuser des messages qu'il souhaite sur les réseaux sociaux. Et il y est encouragé par les réseaux sociaux eux-mêmes qui visent, pour des raisons économiques, et je reviendrai là-dessus tout à l'heure, à favoriser la circulation d'informations. Et je crois que c'est bien ça, la réalité actuelle. Nous devons absolument avoir en tête ce changement de contexte pour appréhender la réalité contemporaine de ces phénomènes de circulation d'informations. Je voudrais très rapidement, mais je n'ai pas beaucoup de temps, rappeler une histoire. Dans le cadre du comité d'éthique du CNRS, Michel s'en souvient, nous avions fait paraître en 2018 un rapport sur la responsabilité des scientifiques à l'heure de la post-vérité. Au moment où le rapport est sorti, je me suis rendu compte qu'il y avait un rapport de la division Connect de la Commission européenne sur la désinformation. Donc je me suis précipité sur le rapport que j'ai lu avec grand intérêt et j'ai trouvé qu'il était très technologique. Ce qui est bizarre parce que moi-même, je suis ingénieur. Alors pourquoi j'ai trouvé que c'était technologique? Parce qu'il était un peu technosolutionniste. Il dit, c'est simple, on va régler ces problèmes de fake news avec un projet européen qui va nous aider à identifier les fake news. Et puis j'ai lu tout à la fin la liste des contributeurs et là j'ai vu des industriels européens que vous connaissez tous. Google, Facebook, Twitter. Bien, ils sont pas très... Mais si, ils ont des bureaux en Europe quand vous demandez. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, ils étaient invités là et ils ont contribué à détourner les choses. Ils ont enlevé le terme fake news qui avait été donné au départ pour l'appeler la désinformation, et puis ils ont expliqué qu'eux-mêmes étaient capables de résoudre ça. Et heureusement, comme ça arrive parfois, il y a eu deux justes, c'est-à-dire deux personnes qui n'ont pas signé le rapport. Alors ces deux justes, ils ont dit, mais ces personnes qui étaient là, ce groupe d'experts, a fait l'impasse sur la principale cause de la désinformation, c'est le modèle économique sur lequel reposent ces grands acteurs de l'Internet. Donc ce qui importe ici, c'est d'essayer de comprendre la nature de ces médias nouveaux que sont les réseaux sociaux et le type de transformation de l'opinion auquel ils conduisent. Dit autrement, à la différence des médias de masse qui se mettaient au service d'intérêts variés pour mobiliser l'ensemble de la société, pour l'orienter dans une direction unique, pour en faire une espèce de bloc monolithique, dans le cas des médias sociaux actuels, nous avons affaire à des mécanismes inverses qui tendent à fragmenter la société en différents groupes animés de sentiments variés et incompatibles. Ce que David a présenté tout à l'heure me semble tout à fait éclairant de ce point de vue-là. Donc la thèse que je vais essayer de défendre ici, et je veux bien la discuter parce qu'elle est un peu nouvelle, en tout cas pour moi, c'est que l'hypothèse en tout cas, c'est je me demande si le comportement des individus sur les réseaux sociaux ne s'apparente pas au comportement des foules tel qu'il avait été théorisé dans la seconde moitié du XIXe siècle et au début du XXe siècle, entre autres par des penseurs comme Gabriel Tarde, Gustave Le Bon et puis plus tard Sigmund Freud. Alors rappelons que pour ces penseurs, il y a une différence entre le comportement de l'homme isolé, susceptible d'une analyse rationnelle, et celui de l'homme pris dans la foule qui ne s'appartient plus et qui se livre soudain à des débordements collectifs auxquels il se serait refusé s'il avait été seul. Nous avons le sentiment qu'il en va un peu identiquement avec les réseaux sociaux, où les réponses hâtives et les prises de position radicales ne correspondent pas tout à fait à celles
d'une personne que nous aurions en face de nous. Alors pour cette analyse, je crois utile de reprendre quelques-uns des concepts tirés de la lecture de la psychologie des foules de Gustave Le Bon ou de l'ouvrage de Sigmund Freud, la psychologie des foules et l'analyse du moi, qui s'inspire d'ailleurs en grande partie de l'ouvrage de Gustave Le Bon. Alors répétons-le. Ces auteurs distinguent, je l'ai dit, l'homme dans la foule de l'homme isolé. Et cette distinction repose sur 3 idées. Le comportement de la foule diffère de celui de l'homme isolé, premier point. Deuxième point, les sentiments et le raisonnement de l'homme dans la foule ne sont pas les mêmes que ceux de l'homme isolé. Et puis enfin, il y a un personnage extrêmement important qui joue un rôle central dans les foules, c'est le personnage du meneur, qui va user d'un certain nombre de caractéristiques. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ces 3 points très brièvement pour essayer de caractériser. Alors, le comportement de la foule. D'après Gustave Le Bon, il y a 3 caractéristiques propres à la foule qui, d'après moi, se retrouvent sur les réseaux sociaux. La première de ces caractéristiques, c'est le sentiment de puissance et d'invincibilité qui lui permet de céder à ses instincts, fussent-ils primitifs. Alors, je ne crois pas nécessaire d'insister sur ce point, mais il m'apparaît clair que l'individu qui poste des messages sur Twitter a souvent ce sentiment, et ce d'autant plus qu'il se masque derrière un pseudonyme et qu'il échange avec une communauté d'individus qui, pour beaucoup, partagent son point de vue. On l'a vu tout à l'heure. Le deuxième tient à la contagion mentale des idées exprimées dans la foule qui se diffusent et sont spontanément appropriées par les membres de cette foule. Cette contagion est facilitée, toujours selon Le Bon, par le caractère quasiment hypnotique dans lequel se trouvent les individus dans la foule. Ce qui explique d'ailleurs qu'ils sacrifient si volontiers leurs intérêts individuels à une cause commune, en oubliant quels sont leurs objectifs. Enfin, troisième point, on va revenir là-dessus, l'homme dans la foule manifeste des caractères spéciaux, différents de celui de l'homme isolé, et en particulier ce que Le Bon appelle une suggestibilité. On va revenir là-dessus parce que ça me semble extrêmement important. Suggestibilité qui lui permet d'adopter des éditions variées sans résistance. Cette suggestibilité facilite la contagion mentale dont nous venons de parler. Alors, on ne va pas épiloguer ici pour constater que nous retrouvons ces 2 derniers phénomènes de contagion et de suggestibilité sur les réseaux sociaux. On pourrait le faire, mais c'est un peu long. Mais ce que je voudrais maintenant, c'est en venir au caractère de l'homme de la foule. Alors, d'après Le Bon, il y a 3 types de sentiments. D'une part, le fait que dans la foule, l'homme se caractérise par une forme d'impulsivité, c'est-à-dire de promptitude à la réaction. Deuxième chose, il a une forme de mobilité, il est capable de changer extrêmement rapidement d'opinion. Alors, je ne sais pas, ça doit vous évoquer quelque chose, tout ça. Et enfin, la troisième chose, c'est son irritabilité. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. C'est la propension aux réactions coléreuses. À revenir, parce que vous allez voir pourquoi c'est important. À ces sentiments, on doit ajouter donc la suggestibilité dont j'ai parlé tout à l'heure et la crédulité de l'homme de la foule qui adhère sans discussion à toutes sortes de légendes. Enfin, le troisième point tient à l'exagération à laquelle l'homme de la foule cède et au simplisme de ses arguments, ce que l'on constate avec évidence sur les réseaux sociaux. Le quatrième caractéristique, alors je les énumère, il faudrait bien sûr qu'on prenne plus de temps, mais c'est... le quatrième caractéristique, c'est l'intolérance dont il fait preuve et l'autoritarisme auquel il cède volontiers. Enfin, Le Bon souligne l'importance de l'imaginaire qui prend le pas sur le raisonnement dans l'homme de la foule. Alors, dernier point, le meneur. Tant Freud que Le Bon souligne son importance. Il apparaît central pour l'homme de la foule. Et alors, nous retrouvons aujourd'hui, avec les figures, ce qu'on appelle les influenceurs, quelque chose qui est analogue à cette notion de meneur. Ce sont des personnalités dotées de prestige qui exercent une sorte de fascination. Elles inspirent le respect du fait de leurs exploits passés ou éventuellement imaginaires, qui sont totalement construits, et éventuellement elles peuvent inspirer la crainte. Alors ce qui apparaît frappant ici et intéressant pour nous, c'est que Le Bon essaye de décrire les moyens mobilisés par les meneurs pour maintenir leur emprise sur la foule que l'on constate comme étant opératoires pour les influenceurs d'aujourd'hui. Alors je vais les résumer en 3 points rapidement là encore. L'affirmation, premier point. Les meneurs s'expriment avec des messages fermes, catégoriques, aucun doute n'est permis. Deuxième chose, la répétition. Le même message doit être repris un nombre indéfini de fois.
On le voit. Et puis, troisième chose, la contagion. Il faut que la formulation simple et catégorique puisse être reprise par d'autres, désirer d'imiter les meneurs, le prestige meneur joue un rôle important, et de se transmettre comme par contagion. Alors, j'en arrivais maintenant à la stratégie des réseaux sociaux. Donc, pour conclure, je voudrais de nouveau insister sur ce dont j'avais parlé au début de ma présentation. Il n'y a pas, à proprement parler aujourd'hui, de fabrique de l'opinion comme il y avait au cours du XXe siècle. Cela tient à ce que la centralisation des médias de masse, qui donnait un privilège à une caste d'hommes puissants, a disparu puisque tout le monde peut diffuser à loisir des messages sur le réseau. De nombreux groupes instrumentalisent les réseaux sociaux pour construire des communautés. Il y a cette idée de fragmentation, je crois, qui est importante. Mais ce qui importe, et c'est là où les concepts que j'ai déployés ici me semblent opératoires, c'est que la stratégie des réseaux sociaux elle-même va se construire sur eux. Alors, soulignons que les réseaux sociaux sont agnostiques, en cela qu'ils ne proposent aucun contenu en particulier. Mais ce qu'ils aspirent, c'est prendre des parts de marché et accroître leur empire en augmentant le flux de messages, de façon à récupérer de plus de publicité. Et pour cela, ils vont instrumentaliser, c'est ça qui est important, les ressorts que nous venons d'évoquer et qui caractérisent la psychologie des foules. Alors je vais en énumérer quelques-uns. En particulier, ils vont privilégier l'impulsivité, c'est-à-dire les réactions instantanées, et surtout l'irritabilité. Et sur ce dernier point, vous vous souvenez de cette fameuse lanceuse d'alerte, Frances Haugen, ancienne employée de Facebook, qui a expliqué que le réseau social donnait un score au message en fonction de ce qui était susceptible de provoquer la colère. Deuxième point, ils encouragent la contagion avec différents mécanismes comme les likes ou les retweets, ou toutes les techniques de diffusion de messages. Troisième point, et là, je crois que c'est là où vraiment l'intelligence artificielle joue un rôle le plus important, c'est la notion de suggestibilité. Les choses aujourd'hui, justement, changent totalement. À l'époque, on avait des théoriciens comme Lippmann qui se demandaient quel message faire passer pour l'ensemble de la population, parce qu'il s'agissait d'un message pour tout le monde. Là, c'est totalement différent. On a énormément de messages qui sont diffusés, et le but, c'est, pour chaque message, de trouver la population à laquelle il va être sensible. Et pour ça, on utilise les techniques d'intelligence artificielle qui font ce qu'on appelle du profilage et qui vont, bien sûr, correspondre à cette notion de recommandation. Et ça, je crois que c'est vraiment la transformation majeure qu'il y a aujourd'hui. Ces réseaux encouragent les influenceurs, c'est-à-dire les personnalités qui ont un grand écho. Bref, pour terminer, puisque je vois que Mathias s'inquiète, je crois qu'on voit ici comment les mécanismes mis à jour par les théoriciens de la psychologie des foules à la fin du 19e et au début du 20e, apparaissent pertinents aujourd'hui pour caractériser les attitudes des individus en ligne, mais qui plus est, et c'est ce sur quoi je voudrais conclure, ces mécanismes sont instrumentalisés par les possesseurs des réseaux sociaux pour accroître leur empire et leur emprise. Merci. Merci.